deuxième grande fonction, puisque l'épargne et la consommation sont en fait les deux mêmes facettes, les deux facettes de la même médaille d'une certaine manière. L'investissement. L'investissement des entreprises, c'est donc la consommation des entreprises en biens d'investissement, et c'est une fonction qui dépend de quoi? C'est d'abord une fonction qui dépend du taux d'intérêt. L'investissement et l'épargne se rencontrent sur le marché des fonds prêtables. C'est-à-dire que les investisseurs qui cherchent des ressources pour investir, les entreprises qui cherchent des ressources pour investir, eh bien vont emprunter un certain montant à la banque ou sur le marché des fonds prêtables, c'est à peu près la même chose. Et la banque, elle a collecté l'épargne des ménages. Et la rencontre entre l'épargne et l'investissement se fait sur le marché des fonds prêtables à un certain prix qui est le taux d'intérêt. Donc quand le taux d'intérêt augmente, eh bien ça incite les individus à offrir leur épargne, à épargner plus et à offrir leur épargne à la banque par exemple, ou sur le marché des fonds prêtables. Mais quand le taux d'intérêt augmente, ça désincite les investisseurs, puisque investir coûte plus cher, il faut se procurer des ressources, et donc il faut emprunter à un taux d'intérêt qui est plus élevé. Donc si le taux d'intérêt est plus élevé, il est moins intéressant d'investir, d'aller chercher ces fonds pour investir. Donc l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Quand le taux d'intérêt augmente, l'investissement a tendance à baisser. L'investissement dépend du niveau des prix. Alors, une fois de plus, c'est très pratique puisque, on revient à notre graphique ASAD. ASAD nous met en relation une certaine demande, et donc dans ces quantités demandées ici, on aura la demande d'investissement, les quantités demandées d'investissement, I. Mais en relation ces quantités demandées avec les prix. Donc il n'est pas surprenant d'avoir un lien entre l'investissement, qui est une fonction, des prix. C'est une fonction croissante ou une fonction décroissante? C'est une fonction décroissante. Pour une raison qui est un petit peu compliquée, et qui est que, en fait, les prix jouent sur les taux d'intérêt. Quand les prix baissent, par exemple, les ménages ont moins besoin d'argent pour consommer. Donc ils ont plus d'argent à mettre à la banque, ils ont plus d'argent à prêter sur le marché des fonds prêtables. Et de ce fait, l'offre de fonds prêtables, l'offre de ressources financières à destination de l'investissement augmente, et donc le taux d'intérêt qui fait se rencontrer l'épargne et l'investissement a tendance à baisser. Vous voyez, quand ici on aurait la demande de fonds prêtables qui serait en fait l'investissement, et ici on aurait l'offre de fonds prêtables qui serait en fait l'épargne. Quand les prix, donc on a un certain taux d'intérêt qui fixe la rencontre entre les deux, une rémunération, je prête un certain nombre, je prête un certain capital sur une certaine durée à un certain taux d'intérêt. Les individus sont prêts à demander ce capital à ce taux d'intérêt-là, à emprunter à ce taux d'intérêt. Évidemment, quand les prix baissent, les individus ont un peu plus de ressources à proposer sur le marché financier, puisqu'ils ont moins besoin de ressources pour consommer. Ils ont moins besoin d'argent pour consommer, donc quand les prix baissent, ils peuvent prendre une partie de leur argent pour le proposer sur le marché financier, et donc ça veut dire que l'offre de fonds prêtables, l'offre d'épargne augmente. Et comme l'investissement, ici on suppose que la demande d'investissement ne bouge pas, il n'y a pas de raison de supposer ça, le taux d'intérêt, vous voyez, a tendance à diminuer. Donc en fait, les prix ont un impact sur le taux d'intérêt qui vont dans le même sens. Quand le prix baisse, eh bien ça incite les taux d'intérêt à baisser en règle générale. Alors là, je parle du sens prix vers taux d'intérêt, pas l'inverse. Notez bien que l'inverse, on le verra plus tard. Mais quand les prix baissent, ça a tendance à avoir un effet sur le taux d'intérêt, à faire baisser le taux d'intérêt, et l'investissement est décroissant du taux d'intérêt, on l'a dit tout à l'heure. Donc quand le prix baisse, via l'effet sur le taux d'intérêt, la demande globale augmente puisque l'investissement augmente. L'investissement dépend des anticipations. Exactement comme, et peut-être plus encore que la consommation, l'investissement dépend des anticipations, surtout chez Keynes. Si on a l'occasion de toute façon de faire une vidéo sur l'investissement, on regardera plus en détail. Vous pouvez également aller sur Wikipédia, sur les grandes fonctions, fonction consommation, fonction d'investissement, pour regarder un petit peu les déterminants et comment se comporte chacune de ces fonctions macroéconomiques par rapport à ces déterminants. Si on reprend notre graphique et qu'on ne s'intéresse qu'à l'effet de l'investissement sur la demande globale, ici on a notre demande globale, AD, ici on a notre niveau général des prix, ici on a notre niveau de PIB, on part d'une situation comme ça, où on avait un prix d'équilibre et un revenu d'équilibre, un PIB d'équilibre. Bien, si jamais le niveau des prix baisse,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a dit que ça avait tendance à faire baisser le taux d'intérêt et ça avait tendance à faire augmenter l'investissement. Et donc, comme l'investissement augmente, les quantités demandées en total, puisque l'investissement fait partie de la demande et donc les quantités d'investissement demandées augmentent, ça fait augmenter les quantités demandées. Regardez. Et ça correspond donc au fait que la courbe AD est bien décroissante du prix. On aurait un autre revenu d'équilibre qui permet de satisfaire toute la demande ici. D'accord? Donc quand le prix baisse, il y a un effet sur le taux d'intérêt, ça augmente les quantités demandées globales. Si jamais il y avait un changement d'anticipation ou un changement de taux d'intérêt, vous voyez, les anticipations et le taux d'intérêt ne sont pas sur ce graphique, donc forcément un changement dans l'un des deux a forcément un effet de déplacement de la courbe. Donc si jamais le taux d'intérêt bouge hors variation de prix, si jamais il bouge parce que la banque centrale fait changer le taux d'intérêt, hors variation de prix, ça veut dire que pour tout niveau de prix, la demande sera différente. Par exemple, si le taux d'intérêt baisse, ça veut dire que pour tout niveau de prix, si la banque centrale décide de changer les taux d'intérêt, eh bien, le taux d'intérêt baisserait, dans ce cas-là, dans notre exemple. Si le taux d'intérêt baisse, l'investissement serait plus important et donc la demande globale augmenterait. Donc la demande globale se déplacerait parce qu'ici on ne s'intéresse pas à un changement dans les prix qui est représenté ici sur ce graphique, lecture le long de la courbe, on s'intéresse à un changement dans un paramètre qui ne fait pas partie de l'axe ni Y ni P, ici le taux d'intérêt. S'il y a un revirement d'anticipation, s'il y a des bonnes anticipations des entreprises parce que il y a un regain d'optimisme, pareil, l'investissement augmente quel que soit le niveau de prix. Donc pour tout niveau de prix, on prend la courbe AD et pour tout niveau de prix, on la fait augmenter. Si évidemment il y a des anticipations qui sont vues à la baisse, pour tout niveau de prix, on prendrait un point, vous voyez, pour tout niveau de prix, on prendrait ce niveau-là, on pourrait prendre ce niveau-là, on verrait une courbe AD qui serait plus faible. Bien, il nous reste à voir quoi? Les dépenses publiques. Alors, les dépenses publiques, pour l'instant, je vais mettre G en jaune. Alors, les dépenses publiques, pour l'instant, on les considère comme, je mets entre guillemets, exogènes. Ça veut dire, en fait, qu'elles sont déterminées hors du système. Elles sont hors de notre analyse. Ce sont des dépenses publiques qui sont déterminées par décision politique. Ce sont des dépenses d'État. C'est comme les impôts et T aussi. T est aussi exogène. Ce sont des valeurs, ce sont des nombres qui sont déterminés par décision publique et qui sont donc hors du cadre d'analyse parce que ce ne sont pas les réactions des agents à certains taux d'intérêt ou à certains prix, ce ne sont pas des réactions des agents à certaines incitations, ce sont des décisions politiques dont on n'analyse pas la formation. Nous, on pourra se dire qu'est-ce qui se passe si G augmente? Si G augmente, ici on a le niveau des prix, ici on a notre PIB, ici on a notre demande AD initialement. Si G augmente, eh bien ça veut dire que pour tout niveau de prix, comme G fait partie de AD, comme G fait partie de la demande globale, si G augmente, la demande globale augmente pour tout niveau de prix. Donc si G augmente, parce que les hommes politiques décident de faire ce qu'on appelle de la relance budgétaire, eh bien AD se déplace. Si G diminue, eh bien AD se déplace vers la gauche pour tout niveau de prix. Si G augmente, AD se déplace vers la droite pour tout niveau de prix. Dernier élément de notre système, X moins M, la balance commerciale. Le solde de la balance commerciale. Et on l'appelle aussi, regardez, X moins M, c'est les exportations nettes. Donc X moins M. De quoi dépend X moins M? Alors, le solde de la balance commerciale dépend de plusieurs choses. C'est une fonction. C'est une fonction de quoi? C'est une fonction du revenu. Pourquoi c'est une fonction du revenu national? Parce que quand le revenu national, et c'est une fonction négative du revenu national, parce que quand le revenu national augmente, je vais l'écrire comme ça en simplifié, quand le revenu national augmente, alors les individus ont plus de revenus, plus de ressources. Et parmi leurs choix de consommation, ils vont aussi choisir de consommer des biens étrangers. Notez donc que ce C ici, et ça c'est en lien avec la vidéo précédente sur IS et l'équilibre du marché des biens et services. Ce C ici représente la consommation de produits fabriqués par les entreprises sur le sol national. Ce C ne représente pas la consommation des biens fabriqués par les entreprises étrangères. Ça, c'est représenté par M, les importations.
Donc, quand le revenu augmente, les individus consomment ce qui est produit par les entreprises nationales, mais aussi consomment des biens d'importation. Donc, M a tendance à augmenter quand le revenu augmente. Plus vous êtes riche, plus vous consommez, mais aussi plus vous consommez du ketchup qui vient des États-Unis. Vous n'augmentez pas uniquement la consommation de biens français. Donc, quand le revenu augmente, les importations augmentent. Donc, quand le revenu augmente, le solde de la balance commerciale, c'est-à-dire les exportations nettes, diminue. Donc plus le revenu augmente, plus ça a un impact négatif, ça a aussi un impact négatif sur le solde de la balance commerciale. Le niveau des prix. Alors le niveau des prix, ça paraît évident. Si les prix sont élevés, eh bien les biens sont relativement plus chers, les biens nationaux sont relativement plus chers, ce qui veut dire que les biens d'importation sont relativement moins chers, c'est-à-dire les biens d'importation ont tendance à baisser en prix, et surtout les exportations sont un peu plus chères. Donc, le prix affecte négativement le solde de la balance commerciale. Quand les prix baissent, les exportations ont tendance à augmenter puisque nos biens, la valeur monétaire des biens est plus faible, donc on peut exporter plus, c'est relativement moins cher. Et par contre, quand les prix baissent en France, eh bien, les biens d'importation sont chers, donc on importe moins. Donc le solde s'améliore à mesure que les prix baissent. Ce qui explique, on revient encore une fois sur notre courbe AD. Quand les prix baissent, eh bien la demande d'exportation a tendance à augmenter. Vous voyez, donc AD augmente. Et la demande de biens d'importation a tendance à baisser. Donc le solde de la balance commerciale, qui constitue une des demandes globales, un des composantes de la demande globale, a tendance à augmenter par rapport à une situation où les prix, au contraire, sont plus élevés. On a des quantités demandées, vous voyez, qui ont tendance à augmenter quand les prix ont tendance à baisser. Et en fait, le corollaire de ça, quelque chose qui est très très lié par rapport à ça, c'est le taux de change, voilà, qu'on note en général E. Le taux de change, effectivement, a un rôle très important dans la balance commerciale. Et donc, le taux de change affecte, vous voyez, ça ressemble un peu au niveau des prix. Le taux de change réel, en fait, est intimement lié au niveau des prix. Tout ça pour dire que quand le taux de change augmente, eh bien, un bien qui vaut 1 euro, quand le taux de change euro-dollar augmente, ça veut dire qu'un bien qui vaut 1 euro valait peut-être avant 1 dollar, maintenant il vaut 1,20 $. Ça veut dire que si vous vendez à l'export une voiture 1000 euros, maintenant cette voiture vaudra 1200 $. Avant elle valait 1000 $, puisque 1 euro était égal à 1 dollar. Maintenant 1 euro égale à 1,20 $, le taux de change a augmenté. La voiture qui valait 1000 euros et 1000 $ vaut maintenant 1000 euros, c'est-à-dire 1200 $. Donc les exportations sont plus chères. Et donc on a tendance à dire qu'avec les exportations plus chères, les individus en face, la demande extérieure a tendance à baisser. Et donc la demande de produits français extérieurs diminue, donc le solde se dégrade quand le taux de change augmente, quand le taux de change devient très fort. A contrario, quand le taux de change baisse, nos biens sont relativement moins chers quand ils sont exprimés dans une monnaie étrangère, et donc nos biens sont moins chers, apparaissent moins chers qu'auparavant pour les étrangers, et les étrangers donc ont tendance à demander plus, donc les quantités demandées augmentent. Donc ici, le taux de change affecte négativement le solde de la balance commerciale. Ça marche pour les importations de la même manière. Quand on a un taux de change fort, 1 euro égale 1,20 $, eh bien un produit qui vaut 1,20 $, pour nous il vaut qu'1 euro, donc on l'achète. Si le taux de change baisse, ce produit si le taux de change baisse à 1 euro égale 1 dollar, le produit qui valait 1,20 $ vaut toujours 1,20 $, sauf que maintenant il nous coûte 1,20 €. Avant il nous coûtait 1 euro, maintenant il nous coûte 1,20 €. Donc les produits étrangers, quand le taux de change augmente, sont moins chers, et quand le taux de change baisse, les produits étrangers nous paraissent plus chers. Donc quand le taux de change est fort, ou quand le taux de change augmente, on a tendance à importer plus, on a un solde de la balance commerciale qui se dégrade, donc encore une fois une relation négative avec le taux de change, et quand le taux de change baisse, eh bien on a tendance à importer moins parce que les biens d'importation deviennent relativement plus chers, et dans ce cas-là, on a cette même relation négative entre le taux de change et les importations. Donc voilà une présentation du solde de la balance commerciale avec ce lien un peu étroit entre le niveau des prix intérieurs et le taux de change. C'est-à-dire toujours cette comparaison entre ce que ça vaut pour nous et ce que ça vaut pour les individus à l'étranger.
et comment ça affecte eh bien, les exportations et les importations. Donc toutes ces composantes, maintenant qu'on a vu tous les déterminants de toutes ces composantes qui composent la demande globale, font que la demande globale est une fonction décroissante des prix. Quand les prix baissent, les quantités demandées augmentent parce que la consommation augmente, l'investissement augmente via le taux d'intérêt. Les exportations ont tendance à augmenter parce qu'on est moins cher, pour l'étranger on paraît moins cher, et les importations ont tendance à baisser parce qu'elles deviennent plus chères. Donc quand le prix baisse, eh bien, les quantités demandées augmentent. Quand le prix augmente, évidemment, les quantités demandées ont tendance à baisser. Et puis, s'il y a un changement dans des paramètres qui ne sont pas les prix, la courbe AD se déplace. Alors, quels sont ces paramètres? S'il y a un changement dans les impôts, s'il y a un changement dans le revenu, s'il y a un changement dans la confiance ou dans la richesse des ménages, ça va faire augmenter la consommation ou baisser la consommation et se déplacer à AD parallèlement à elle-même, soit en augmentant, soit en diminuant, en fonction de savoir si ces changements font augmenter ou diminuer la consommation. Pareil pour l'investissement, s'il y a un changement dans le taux d'intérêt décidé par la Banque centrale ou s'il y a un changement dans les anticipations, eh bien on va avoir l'investissement qui va augmenter ou diminuer, donc AD qui va se déplacer. Et enfin, s'il y a un changement dans le revenu, par exemple, s'il y a un changement dans le taux de change, on risque d'avoir aussi un déplacement de AD. Alors que si, quand on a des changements uniquement sur les prix, eh bien on a une lecture le long de la courbe, ça c'est comme les leçons de microéconomie, c'est la même chose. Quand on a un changement de prix, on se sert de la courbe pour savoir quelles sont les quantités demandées. Donc une fois qu'on sait tout ça, eh bien il suffit de confronter cette fonction de demande et comment elle se comporte en fonction de la situation que vous voulez analyser avec cette fonction d'offre là et de voir où va se placer l'équilibre. Est-ce qu'il va se placer là avec cette fonction de demande? Est-ce qu'il va se placer là? Est-ce qu'il va se placer là? Plus tard, on verra bien sûr la fonction d'offre et comment elle se déplace.